La légende commence par ici. Il faut être ici pour exister. Toute la cité en parler. Force à vous, forcez, tu vas aimer. Toute la cité en parle. Comme ça. C'est comme ça. Salut Monsieur Franck, juste vous souhaiter une très belle émission. Bisous. Merci Mila. Il faut être ici pour exister. Ce soir, il sera avec nous David Johnson pour continuer à exister. Sinon que l'actualité ce soir se partage, sinon se décline sur une seule lettre, la lettre P. P comme protection. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, de plus en plus, il y a des accidents à la bonbonne, disons le gaz domestique et des morts, on commence à les compter. Il faut se protéger. Ce soir, on en parlera. Et puis, c'était il y a quelques jours, il y a 4 jours, la journée internationale de la protection des femmes contre les violences. Il faut se protéger. Il faut protéger nos filles, nos femmes, nos parents contre les prédateurs sexuels. Également, protection, paix comme protection en Guinée-Bissau. Un autre coup d'État, les pouquistes, pas de protéger le peuple contre des prédateurs. Tout cela sur le titre. Et pour en parler, je recevrai tout à l'heure mes amis, bien avant le jingle. L'actu se protège. Ce soir, ce sera avec Noël Boli. Salut No. Salut Franck. Comment ça va? Impeccable. Très bien. Et Christian, il va bien? Il est protégé? Oui. Ouais, protégé. Ouais. Salut Christian. Voilà. On est tous protégés là, hein? Ouais. Puisqu'on ce soir on pratique en paix. De plus en plus, hein, malheureusement, dans nos cuisines, les bonbons de gaz deviennent des vraies bombes. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, une famille a perdu 4 enfants. N'est-ce pas malheureux ça? Si. Enfin, on déplore toujours les morts, quoi. Je veux dire, c'est vrai que côté sécuritaire, on a tendance des fois un petit peu à négliger ça, mais c'est très important parce que quand ça arrive, eh ben, c'est là qu'on est surpris, alors qu'on doit faire les choses en amont. On est donc tous en sursis dans nos cuisines. Par contre, il y a 4 jours, le monde entier célébrait le 25e anniversaire de la Journée internationale de la protection des femmes contre les violences. Oui. Christian, qu'est-ce qui est prévu en Côte d'Ivoire pour aider, pour protéger nos femmes, nos enfants, nos parents? Alors déjà, c'est une belle initiative, hein, mais déjà, il faut faire le constat, c'est qu'en Côte d'Ivoire, 12 000 cas d'agression sexuelle sont dénombrés. Dans ce chiffre, il y a 12% qui concernent le district d'Abidjan. À Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, 150 dossiers concernant les violences faites aux femmes ont été traités dans la juridiction de cette ville du nord de la Côte d'Ivoire. Et puis il faut dire également que sur 100 000 femmes agressées, il y a 10 cas de viol, ce qui fait une prévalence plus importante que dans le district d'Abidjan. C'est un chiffre qui concerne l'ensemble du territoire. Et dans d'autres pays, à Madagascar, au Kenya, au Sénégal, partout, hein. Il y a des actions également qui sont
sont faites pour que la violence faite aux femmes recule. Alors, en Côte d'Ivoire, la mesure... Qu'est-ce qui est prévu? Ce qui est prévu, c'est 95 plateformes mises sur pied par le gouvernement ivoirien pour lutter contre ce fléau. Et il y a un numéro vert, c'est notamment le 1308. Vous pouvez appeler gratuitement pour pouvoir dénoncer tous ces cas de violence faites peut-être sur vous-même ou alors sur certaines de vos proches. En France, c'est le 3919. Alors, il faut juste dire que cette journée, elle est symbolique, mais c'est surtout une journée active qui nous appelle tous à pouvoir vraiment non seulement dénoncer, mais à faire ce que nous pouvons pour lutter contre ce fléau. Malheureusement, qu'on appelle ça que c'est déjà un peu trop tard. Je ne dirais pas que c'est un peu trop tard. Très souvent. Oui, très souvent. Hein, Ouais. Notamment, on l'a dit, hein, la Ligue ivoirienne des droits de la femme estime qu'il y a certaines femmes, en tout cas, qui n'arrivent pas à porter plainte à cause de l'éloignement des services de police et de gendarmerie. Mais j'ose espérer que ce sont des anomalies qui vont se corriger par la suite. Absolument. En tout cas, on le souhaite tous parce que à travers une femme, c'est une mère, c'est une épouse, c'est une fille, notre propre fille. Ce sont des personnes à protéger. Également, en Guinée-Bissau, un autre coup d'État, un quatrième en très peu de temps. Depuis que ce pays est indépendant depuis 1976, c'est le quatrième coup d'État réussi. Car il y en a beaucoup qui ont échoué. Et les Poukis, qu'est-ce qu'ils disent? On prend le pouvoir pour protéger le peuple, pour protéger la Constitution. Assez bizarre quand même, non? Pour remettre de l'ordre. C'est vrai que depuis le mercredi dernier, hein, il y a eu un groupe d'officiers qui s'est emparé du pouvoir. Ce groupe d'officiers se fait appeler les commandants militaires de la protection contre l'ordre. Enfin, ils se font appeler comme ça. Et depuis mercredi, ils ont fait un coup d'État où ils ont enlevé le président, ils ont renversé plus ou moins le président Embalo. Le président Embalo, et depuis lors, ils sont installés au pouvoir, enfin depuis jeudi, hier, ils se sont installés au pouvoir. Donc alors il y a des questions quand même qui suscitent ce coup d'État, parce que d'autres voix disent que c'est un coup d'État monté par le président lui-même, parce que bizarrement ce coup d'État survient après les élections présidentielles et législatives qui se sont déroulées le dimanche 23. Donc on ne comprend pas qu'à l'attente de ces résultats-là, il y a subitement un coup d'État. On est en droit de se poser des questions. Ça ne veut pas dire que le coup d'État n'a pas été exécuté. Toujours est-il qu'on est en droit d'attendre ce qui va réellement se passer, parce que le président a bel et bien reconnu qu'il a été renversé. Il a dit à travers son téléphone à toute la presse internationale, ce qui est quand même assez surprenant, parce qu'en général, quand il y a un coup d'État, je ne pense pas que les personnes qui sont déchues arrivent quand même à passer un coup de fil. Donc ça crée un petit peu la zizanie dans la compréhension réelle de ce coup d'État-là. Toujours est-il que à date, ce coup d'État a bel et bien existé. Il y a un nouveau président, en tout cas, c'est ce qui a été dit. Il y a un nouveau président. Oui. Tout le processus électoral est annulé, donc ça voudrait dire que les résultats ne comptent plus. Il y a eu des opposants qui ont été arrêtés. Et puis, voilà, donc on se retrouve dans une situation assez chaotique. Toujours est-il qu'on constate que le coup d'État a bel et bien eu lieu. À qui profite le crime? On le saura dans les prochains jours. That is the question. Dirait les anglophones. La question qu'on peut se poser en Côte d'Ivoire, ce pays qui est le tout premier producteur mondial de cacao, avec soit 40% de la production mondiale, ne va pas souvent dans les grands rendez-vous de chocolat. La preuve, il y a juste quelques jours, s'est déroulé en Italie la 35e foire sur le cacao mondial, le chocolat. La Côte d'Ivoire y était représentée par des coopératives. On aurait bien voulu voir le pays au plus haut niveau y être. C'est quand même notre matière première, la toute première. Oui, mais on ne la transforme pas. Voilà, on ne la transforme pas. On la transforme pas. Alors justement, pour en parler, on a quelqu'un en Italie, Laurent de Bailly, qui était à la fois, qui va nous en dire un peu plus. Laurent, à vous. En Italie, la ville de Pérouse a accueilli l'édition 2025 d'Eurochocolat, l'un des plus grands festivals au monde dédiés au cacao. Chaque année, l'événement attire entre 800 000 et 1 million de visiteurs, faisant de cette rencontre un carrefour international incontournable pour les professionnels et les passionnés du chocolat. Cette année, la Côte d'Ivoire y était particulièrement représentée grâce à la présence d'une délégation des coopératives Cabro et Socascoop, venues de Soubré, au cœur de l'une des principales régions cacaoyères du pays. Les membres des coopératives y ont présenté le savoir-faire ivoirien, la qualité de leurs fèves, ainsi que les initiatives engagées pour renforcer la traçabilité, la durabilité et la transformation locale.
Lors de nos interviews, les représentants des coopératives ont insisté sur l'importance de participer à un événement d'une telle envergure pour mieux positionner le cacao ivoirien sur les marchés internationaux. De la Côte d'Ivoire, nous venons participer au salon Eurochocolaté 2025 en Italie, précisément à Perugia. Nous sommes vraiment ravis, nous sommes vraiment contents de voir tout ce monde venir participer. Vraiment, ça fait plaisir. Étant donné que la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur mondial de cacao, nous sommes de la coopérative Faro. Le siège se trouve à Sucré. Et nous venons aussi pour chercher des partenariats. C'est vrai que nous en avons déjà, mais nous venons encore chercher des partenariats pour vraiment rehausser encore. Veillons encore le mille-feux. Vive la Côte d'Ivoire, vive le cacao. De son côté, le président d'Eurochocolat, Eugenio Guarducci, que nous avons rencontré, a salué la présence ivoirienne et a officiellement invité les autorités de la Côte d'Ivoire à prendre part aux prochaines éditions. Selon lui, la participation du premier producteur mondial de cacao apporterait une visibilité essentielle et renforcerait les liens entre l'Europe et l'Afrique dans cette filière stratégique. Je suis l'architecte Eugenio Guarducci, président d'Eurochocolat. Depuis plus de 30 éditions, notre événement accueille chaque année entre 800 000 et 1 million de visiteurs, faisant d'Eurochocolat l'une des plus importantes célébrations du cacao et du chocolat au monde. Nous avons créé la Cité du Chocolat, aujourd'hui le plus vaste espace d'exposition consacré au cacao en Europe. Dans ce cadre, il me paraît naturel et essentiel que la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, y soit représentée de manière officielle. C'est pourquoi j'ai l'honneur d'inviter les autorités ivoiriennes à participer aux prochaines éditions d'Eurochocolat afin de mettre en valeur l'excellence, le savoir-faire et le leadership international de la Côte d'Ivoire dans la filière cacao. Votre présence renforcerait la dimension culturelle, économique, stratégique de cet espace, tout en offrant une vitrine exceptionnelle aux producteurs et aux acteurs ivoiriens du secteur. Cette participation ouvre de nouvelles opportunités pour la transformation locale et pour une valorisation encore plus forte du cacao de Côte d'Ivoire sur la scène mondiale. Merci Laurent. Maintenant, on avance un peu plus sur cette foire sur le cacao. La Côte d'Ivoire, on ne le répétera jamais assez. C'est le tout premier, que vous voulez pas, c'est le tout premier pays producteur mondial de cacao dans le monde. Et, tout à fait, ça n'a pas changé. Et il faut qu'on soit à cette foire. Ça se passe là. On va souvent à Paris, où il y a seulement 17 000 visiteurs. Là, il y a 1 million. Il faut y aller. Messieurs. Christian, Oui. merci. Oui, merci. À tout à l'heure. C'est pas la grande forme aujourd'hui, Oui. physiquement. On a essayé. On vous retrouvera tout à l'heure. D'accord. Allez, merci Christian. Ok. Allez, à tout à l'heure. Non, on parlera... C'est la grande forme, moi. Ah ouais, non, mais partez pas. On parlera tout à l'heure de ces bonbons des gaz qui sont devenus de vraies bombes dans nos cuisines. Ce sera l'œil de la cité ce soir se posera sur ce phénomène. Ça va, Ce sera tout à ok. l'heure. Ça Ok. va. Avant de partir tout à l'heure avec nos amis qui luttent contre ce phénomène, peut-être relativement nouveau, mais qui est quand même meurtrier, on va quand même avoir une pensée pieuse pour Monsieur Jimmy Cliff. Vous connaissez Jimmy Cliff? Ah, quand même, Jimmy Cliff, si je ne connais pas Jimmy Cliff, j'ai rien à faire dans ce monde. Non, je crois on connaît tous Jimmy Cliff. Si on connaît Bob Marley, on connaît Jimmy Cliff. Je crois qu'il avait 81 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et depuis 5 jours, il est parti. Oui, il nous a quittés. Il est parti aussi, comme tous les grands qui partent. Et Jimmy, pour rappel, c'était celui qui avait aidé un peu Marley à entrer en studio, son premier studio, et était la toute première grande star du reggae jamaïcain. Il a mené une vie assez sobre. C'était un grand monsieur. Et pour lui rendre hommage ce soir, ce vendredi soir, on a avec nous Francis, le saxophoniste, qui est une virtuose de cet instrument, qui va nous reprendre ce classique de Jimmy Cliff. Many rivers to cross.
Francis, j'ai envie d'applaudir, mais c'est plutôt douloureux. Ouais, vraiment douloureux. Jimmy Cliff, ses chansons, c'est une histoire humaine. J'ai many rivers to cross. On traverse tous des rivières pour y arriver. Ça résume la vie de chacun d'entre nous. Toutes ces difficultés qu'on traverse pour arriver là où nous pouvons arriver, quelquefois tout seul, sans secours. 10 000 à traverser, comme vous autres, comme nous tous. C'était donc le saxo de Francis qui rendait hommage à Jimmy Cliff. C'est pas la dernière, il y en a encore, mais tout à l'heure, on reviendra. À tout à l'heure. Le temps juste de se mettre dans l'actu des bonbonnes. À tout à l'heure. Ces images que vous voyez, ce n'est pas la guerre qui se déclare, ce n'est pas un chasseur qui bombarde une maison, ce n'est pas non plus une bombe qui tombe sur un quartier. Ce sont des images, des bonbonnes qui explosent dans les quartiers, dans les maisons. C'est devenu fréquent. Et ça tue. Pas plus tard, qu'il y a 5 jours, une famille entière à Grand Bassam a perdu 4 enfants. Et la mère, enceinte, est brûlée au 45e degré. Il y a un vrai danger. Ce soir, on va en parler. Je vais accueillir mes invités qui, eux, sont en train de mettre en place des structures pour que désormais, il y ait moins de morts à travers ces explosions de gaz en période de paix. Roland Hoble. Oui. Salut Roland. Bonsoir. Voilà. Ok. Attention, désolé. Voilà. Asseyez-vous. Bonsoir, merci. Michael Conan. Voilà. Bonjour. Asseyez-vous. D'accord. Voilà. Vous allez, de façon pratique, c'est devenu un vrai problème en Côte d'Ivoire. À travers la Côte d'Ivoire, beaucoup de pays, hein, mais on parle de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Oui. De plus en plus, on se sent en sursis ce soir. C'est l'enfant, c'est la servante, c'est vous-même, d'un geste incontrôlé ou innocent, tout est parti. Même quand vous appuyez votre téléphone près d'une bonbonne de gaz, ça peut partir aussi. Oui, enfin, ça peut partir. Ça voudrait dire qu'il faut être un petit peu vigilant, pour ne pas dire très vigilant, parce que quand ça part, eh ben, ça ne revient plus. En revanche, ce qui revient, c'est la détresse autour des familles, autour des amis, autour des collègues. Donc, il faut faire vraiment attention, parce que c'est très important. À un moment donné, il faut prendre sa sécurité en charge, parce que la sécurité n'a pas de prix. Je préfère quelqu'un qui mise constamment sur la sécurité que quelqu'un qui ne fait pas du tout attention à ça. Donc pour cela, on a des représentants qui vont nous montrer, ou démontrer, hein, Franck, quelles sont les mesures de sécurité qu'on peut éventuellement avoir. Déjà, vous allez nous dire, avec votre regard des professionnels, le paysage actuel, c'est inquiétant ou pas? Roland. Merci pour la tribune que vous nous donnez. Le paysage actuel, effectivement, il est très inquiétant. Il est très inquiétant. Franchement, pour ma part, il est très inquiétant. Votre caméra, c'est d'accord. Là, oui. Le paysage actuel, en ce moment, il est très inquiétant. Pour ma part, il est très inquiétant parce qu'en Côte d'Ivoire, on a un gros souci au niveau des normes sécuritaires sur les constructions. Et c'est ce qui inquiète le plus. Ouais. C'est-à-dire les normes sécuritaires sur les constructions. Les normes sécuritaires, j'entends par là qu'aujourd'hui, on a des maisons haut standing, je ne nie pas, de très haut standing, mais en termes de qualité, de sécurité incendie, de prévention, des normes de prévention de sécurité, il n'y en a pas. Donc ça veut dire que finalement, ce ne sont pas des maisons de haut standing. Parce que tout ça, ça fait partie quand même du cahier de charge d'une bâtisse considérée comme haut standing. Ben oui, mais s'il n'y a pas ça, finalement, c'est plus du haut standing. Il faut dire que on prend l'aspect sécuritaire. Sécuritaire, déjà, justement. Oui. Sur l'aspect sécuritaire, les normes, c'est 0. Ce regard, il est inquiétant. Il est inquiétant, effectivement. Michael Conan. Déjà, je tiens à remercier Reflet TV de nous donner cette opportunité de pouvoir s'exprimer sur un sujet qui est très important, à savoir les dangers liés à l'utilisation du gaz domestique. Il faut dire que les données sont vraiment très alarmantes. C'est très inquiétant parce que depuis 2023, selon le GSPM, le groupement des sapeurs-pompiers militaires, en 2023, plus de 10% des accidents liés au gaz proviennent des bonbonnes que nous utilisons. Donc il faut dire que le danger, il est réel et
il faudrait vraiment qu'on trouve des solutions afin de pouvoir y remédier. D'accord. 10% des accidents de ce genre sont dus aux bouteilles de gaz. Ça. Effectivement. Ces bouteilles auxquelles on est tellement habitué, qui, semble-t-il, étaient l'évolution dans la cuisine après le charbon de bois et je sais pas, ces trucs-là qu'on fargots, appelle. on appelait ça les fargots. Bon, après tout ça, on croyait avoir fait un pas en avant. Oui. Et pourtant, c'était un pas vers la mort, pratiquement. Pas forcément. Pas forcément. C'est pas forcément un pas vers la mort. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que même au niveau des bouteilles de gaz, on a un trafic illicite. On a un trafic qui ne dit pas son nom. On a du transvasement illicite, c'est-à-dire les bouteilles qui ne retournent pas forcément chez l'opérateur, des marchands ambulants qui se permettent de recharger des bouteilles de gaz. Il faut un vrai contrôle. On y arrive de toute façon. Voilà. On essaie déjà de voir l'environnement de tout ça. Oui. Donc, si les bouteilles ne sont peut-être pas conformes ou les tuyaux qui servent de couloir de transmission entre la cuisinière et la bouteille de gaz n'est peut-être pas conforme, si en plus les installations dans la maison ne sont peut-être pas conformes totalement à tout cela, quel est le péril qu'on court? Le résultat, il est immédiat. Nous le savons un peu nous le voyons un peu sur les réseaux sociaux. Voilà, nous le voyons un peu sur les réseaux sociaux. Il y a des dégâts matériels et surtout des pertes en vie humaine. C'est ce qui est déplorable. Voilà. Effectivement, pour rejoindre mon confrère, pour dire effectivement qu'aujourd'hui, les dégâts, on les constate. C'est dommage. C'est dommage de faire le médecin après la mort, pendant qu'on a la possibilité justement de prévenir ces risques-là et de les réduire, effectivement. Je voulais juste rappeler, si vous nous prenez en marche maintenant, que ce soit on regarde dans les yeux ces accidents qui nous endeuillent tous, nos cuisines qui peuvent devenir à tout moment des champs de bataille parce que la bombe de gaz aura explosé et tout le monde sera passé par là. Et c'est le thème de ce soir. Alors, quand on fait tout ce constat, qu'est-ce qui fait qu'il y a ces accidents? Concrètement, on ne va pas chercher loin. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ces accidents? Parce qu'il y a des manques de vigilance. Justement, oui. Enfin, je pense qu'il y a des manques de vigilance. Manque de vigilance, déjà. Et puis, appareil défectueux, peut-être. Manque de vigilance, appareil défectueux, légèreté. Encore une fois, je reviens au niveau des normes de sécurité sur les constructions. Ça aussi, mais quelles normes de sécurité on peut, par exemple, faire sur une construction? Vous savez, pour éviter ce genre de trucs. Il y a ce qu'on appelle le kit de prévention incendie, qui est un kit qui permet d'avoir un extincteur, un détecteur, un plan d'évacuation. Dites-moi aujourd'hui, combien d'immeubles, combien d'habitations à Abidjan comprennent ce kit-là? Écoutez, moi, je n'ai pas fait le recensement. Mais voilà. J'ai pas fait le recensement. Pour la petite information, le week-end dernier, on s'est permis de faire le prospect sur des appartements qu'on souhaitait louer. On a visité 36 appartements à Cocody. Il n'y a aucun appartement de ces 36 qui est muni d'un détecteur. Et limite, vous avez des extincteurs qui sont là comme des décors. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, on se résume. Vous avez dit que c'était plutôt les normes de sécurité. Les normes de sécurité. Oui. Et puis quoi d'autre? Et aussi la méconnaissance des différentes informations de sécurité liées à la sécurité. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, la ménagère qui utilise une bouteille de gaz ne sait même pas qu'est-ce qu'un joint. En réalité, un joint, c'est un dispositif qui assure l'étanchéité des bouteilles. Alors, vous avez devant vous des choses concrètes là. Effectivement. Il faut nous montrer tout ça parce que c'est quand même une question de vie ou de mort. D'accord. Donc vous voyez ce caoutchouc, ça c'est un joint. Oui. Alors dans le rôle du joint, il assure l'étanchéité du dispositif. Il faut bien montrer ça à la caméra pour qu'on comprenne tout ça. Donc ça c'est un joint. Son rôle, il assure l'étanchéité du dispositif. Donc il faut dire que beaucoup de familles sont ignorants concernant des règles liées à l'utilisation du gaz domestique. Il faut le dire. Quel est le bon mécanisme? Quand on a cette corde, qu'on a ce que vous avez en main, c'est quoi le défaut? Le défaut? Bon, le défaut, c'est en réalité au niveau des mauvais équipements. Par exemple, ça, c'est le détendeur. Ça, c'est un détendeur. Et on l'appelle le détendeur Sirenis. C'est le détendeur Sirenis. Lui, son rôle, il coupe le gaz en cas de chute. Il régule la pression à l'intérieur de la bouteille afin que la bouteille ne puisse pas exploser. Parce qu'il faut dire que lorsque le gaz sort de la bouteille, le gaz sort avec une certaine pression. Le gaz sort avec une certaine pression. Donc, il faut un système qu'on appelle un détendeur qui va réguler la pression afin d'avoir une pression de sortie normale pour l'utilisation. Mais ensuite, le marché, on constate qu'il
Il y a des détendeurs vraiment de très mauvaise qualité, au point où ces détendeurs s'explosent tout seuls, mettant en péril la vie de toute une famille. C'est vraiment très déplorable. Raison pour laquelle nous, ce que nous faisons, la structure Sirenis, bien évidemment, en plus de présenter des dispositifs de sécurité, nous sensibilisons. Et aussi, ce que nous faisons derrière, toutes nos installations sont effectuées par nos techniciens, parce qu'on se dit que... Alors, on va être dans le général. D'accord. C'est quand même ce sont des vies qui sont en danger. C'est ça. Au-delà de quoi que ce soit, c'est des vies qui sont en danger. Donc, il faut, comment vous appelez ça Un détendeur. Un détendeur. Oui. Comment? Un détendeur. Oui, un détendeur. Il y en a des biens qui ne sont pas... Et c'est exact. Comment on sait que c'est bien ou c'est pas mal? Déjà, il faut des détendeurs qui respectent les normes de sécurité internationales. Comment on le constate comme ça, quand on n'est pas spécialiste, comment on sait que c'est pas bon? Déjà, montrez ça à la caméra. Ok. Déjà, sur le détendeur, il y a des normes. Par exemple, la norme 16 436 et la norme 16 129. Ce sont des normes qui sont internationales. Donc, si les détendeurs que nous utilisons sur le marché ne respectent pas ces normes, ce sont des détendeurs qui, vraiment, je dirais, qui sont de très basse qualité et qui peuvent mettre en péril la vie de la population. Alors, Michael, moi je veux être pratique. Hein. Ça, on le voit partout. Et il y en a qui sont faux. Oui. Oui. Ça, c'est le bon. Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont faux? Oui, il y en a qui sont faux. Et c'est quoi les défauts? Déjà, c'est au niveau du matériau. Au niveau du matériau, déjà, on peut faire le constat. Bon, j'ai quand même envoyé celui qui est un peu défectueux. Je ne sais pas si je peux le présenter. Oh oui, on peut peut-être le présenter. Est-ce que je peux le présenter? Oui. Oui, d'accord. Voilà. Il y a tout à l'heure. Donc, en fait, ici, il faut un joint au bout. C'est exact. Et puis, il est un peu lourd, hein, en fait. C'est exact. C'est une raison pour laquelle j'ai parlé de matériaux. D'accord. Et puis, le tuyau d'évacuation du ça, c'est le raccord. Souvent, un rat, je ne sais pas quoi. Ça peut se bouffer quelque part. Il faudra des raccords qui respectent des normes de sécurité. Tout ça, il y a les normes. Oui. Le détonneur, regardez sur ce raccord, il y a la norme. D'accord. C'est quoi la norme ici? Qu'est-ce qu'il faut? La norme. Il faut que ce soit lourd, il faut que ce soit épais. La norme 16 436, voilà, qui stipule que pour des raccords de sécurité, il faudrait que ces raccords soient constitués de plusieurs matériaux. Le premier matériau, c'est le PVC. Le deuxième matériau, c'est de la fibre, c'est du polyester. Et le troisième matériau, c'est du NBR, le nitrile en butadiène de rubber. Pour vous dire que ces raccords doivent respecter ces normes de sécurité. Alors, quand je vais acheter, je demande quoi? Je demande... Bon, déjà, quand vous voulez acheter, aujourd'hui, la sécurité a son nom. Lorsque vous voulez acheter un équipement de sécurité lié à l'utilisation des bouteilles de gaz, dites tout simplement que je veux le détendeur Sirenis. Non, on ne peut pas dire des noms pour ne pas faire des pubs. D'accord. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que c'est mieux que l'autre? C'est épais, c'est... Ce qui fait que c'est mieux que l'autre déjà, c'est la résistivité. Lorsque vous le touchez, vous le constatez déjà. D'accord. OK. Et comparativement aux détonneurs que vous avez montrés, il y a d'autres qui sont sur le marché, qui ont peut-être des normes un peu en dessous de la qualité... Voilà, c'est ça, hein, c'est plus léger. Effectivement, c'est plus léger. C'est plus léger et bon, comme je l'ai signifié, il ne respecte pas les normes en vigueur. D'accord. Donc, on retient là que faut que le fil soit aux normes. Oui. Pour ne pas qu'il y ait flux de gaz. C'est exact. Le détonneur aussi doit être des qualités. De qualité. Et toutes ces qualités existent. C'est exact. On ne va pas acheter comme ça, comme on veut, quand on veut. Effectivement. Merci. Près de cela, c'est la disposition nouvelle qui peuvent nous aider à ne pas mourir dans nos cuisines. Il y a aussi chez vous, Roland, nous avons un pack, comme je l'ai dit, le kit incendie. On ne fera pas des pubs, mais on parle d'utilité publique. D'utilité publique. Vous avez quelque chose qui peut nous empêcher de subir ce calvaire. Voilà, effectivement. Vous savez, 80% des incendies domestiques, généralement, se déclenchent la nuit. Ça, c'est une généralité. 80% des incendies. Pourquoi je ne saurais vous le dire aujourd'hui, mais 80% des incendies domestiques se déclenchent la nuit. Alors, nous, aujourd'hui, on parle de kit de prévention pour avoir, on va dire, cet éveil-là. Pourquoi? Parce que, généralement, la fumée produite, justement, par ces incendies-là, sont des fumées qui viennent pour nous endormir encore plus. Qui ne viennent pas pour nous réveiller, pour nous picoter le nez. Non, qui viennent pour nous endormir.
Et si vous n'avez pas de matériel de prévention incendie qui peut vous alerter justement sur ce qu'il y a un incendie, il y a un court-circuit ou il y a une fuite de gaz à votre domicile, ça sera compliqué pour vous de vous réveiller. D'accord? Et je pense qu'on en paye les frais. Condoléances encore. Moi, aujourd'hui, nous, on propose justement le détecteur de gaz. Le détecteur de gaz, il est complémentaire avec ce que Christian il propose. Voilà. Seulement, lui, il vous alerte avec des bips à 80 décibels. 80 décibels, c'est assez suffisant pour vous réveiller. Il vous dit, attention, Voilà. fuite des gaz, fuite des gaz. On fait un exemple simple. Moi, là, j'ai un briquet, d'accord? Je vais pomper ce briquet-là comme ça. Voilà, on sait tous dans le briquet qu'il y a du gaz dans le briquet. Donc, je le pompe et il va un instant. Vous voyez? Ah ouais. C'est juste le briquet. Et pour l'arrêter, c'est très simple. Une touche ici, D'accord. on est bon. Ok. Assez simple, assez pratique. Donc lui, il est préventif. Il est préventif, effectivement. Parfait. Il ne peut pas avoir un détecteur de gaz, par exemple, chez vous, sans un détecteur de fumée. C'est compatible. Parce que vous pouvez avoir, par exemple, un incendie qui se déclenche par un coup-circuit. Lui, il ne va pas vous prévenir. C'est pour ça qu'il y a le détecteur de fumée. Vous êtes le seul à avoir ça ou ça existe sur le marché? Sur le marché, en ce moment, en Côte d'Ivoire, je pense que nous sommes la start-up qui commercialise ces détecteurs-là. Est-ce que avoir ça, est-ce que le prix, d'abord, il coûte combien? Justement, vous savez, notre entreprise, je ne vais pas citer de nom, mais notre entreprise a une responsabilité sociétale assez développée. On permet justement l'accessibilité à partir de 15 000 francs. C'est pas un prix décourageant. Hein. Bah, c'est pas un prix décourageant pour ce conseil pour ces conseils, pour des biens, pour des diplômes qui sont à la maison, pour ce qu'on a à la maison de très cher, vie qui est à la pour maison, la vie effectivement. Oui. Je pense que c'est un prix assez raisonnable. Voilà, effectivement. Ce sera compris. Michael, ces fils ne coûtent pas trop cher? Bon, le kit coûte 17 500, 17 500 francs. Le kit, ça a le détendeur plus le raccord. Voilà. C'est pas un prix élevé quand même? Bon, 17 000 francs. Bon, pour la sécurité que ça procure, il n'y a pas de coût. Il n'y a pas vraiment de coût. Ouais, bah, ce prix, on paye 1 million, en plus, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas, parce qu'en réalité, ce qui est moins cher finit par te coûter plus cher. Ben oui, mais il faut le dire, parce que pourquoi aujourd'hui on a des personnes qui ont des maisons à XXX millions, mais qui n'ont aucun moyen de prévention. Aucune protection. Ben ouais. On aura compris. Ce soir, on voulait quand même insister sur ce fait. Ce sont des innovations dans le milieu, des innovations qui peuvent sauver nos vies. Il faut les prendre comme telles. Et Roland Hoble, qui permet qu'on ait des détecteurs de gaz, de fuite de fumée, gaz, tout oui. ça, pour protéger nos vies, pour nous prévenir. Avec Michael Conan, il y a ces dispositifs le détendeur plus le raccord qui sont plus résistants. C'est ça. On va terminer. Parlez aux Ivoiriens, avec ces caméras directes, vous leur dites quoi, désormais, sans citer quoi que ce soit. Hein. D'accord, vous leur d'accord. dites à disposition. Ouais. D'accord. Déjà, je tenais à présenter mes condoléances à la famille Ta qui vit vraiment une épreuve très douloureuse. Le conseil que je pourrais donner aux Ivoiriens, c'est de respecter les consignes de sécurité et aussi d'utiliser de bons équipements de sécurité afin d'assurer leur protection. OK. Voilà. Donc, pour rejoindre aussi, j'aimerais, en plus de la famille Ta, présenter les condoléances les plus sincères à toutes ces familles-là qui ont été victimes, qui ont perdu un proche, qui ont perdu des biens. Mais aujourd'hui, il est plus qu'important d'insérer dans la culture ivoirienne la prévention incendie. Chez nous, on dit prévenir est mieux que guérir. Voilà, prévenir est mieux que guérir. Un mot là-dessus? Oui. C'est vrai que c'est toujours bon de prévenir comme ça pour préserver les vies humaines. Mais moi, j'ai juste 2-3 trucs qui me chagrinent parce que moi, quand je mène une réflexion, c'est pour les personnes qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir déjà les moyens, puis après savoir détecter qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. C'est vrai qu'il nous a présenté ça, mais vous pensez que la personne âgée qui est dans le fin fond de la Côte d'Ivoire, qui utilise du gaz, pourra savoir quel est le type de tuyau qu'il faut utiliser, quoi. Absolument. Je veux dire, comment on peut faciliter ça, en fait? En gros, c'est ça. Comment on peut faciliter ça? Comment on peut le rendre de façon basique et compréhensible par tous? Parce que là, ça devient limite un peu trop technique. Est-ce que ça peut être accessible dans la compréhension à tout le monde? C'est ça. Je pense qu'il faut que vous fassiez de la promotion davantage. Voilà. Il va de la vie de nos citoyens, la vie de tout le monde. Effectivement. On ne parle même pas de prix, mais il faut que ce soit promu, il faut que les gens sachent. Effectivement. Parce qu'on est tous en sursis. Hein. Tout à fait. D'une nuit à une autre ou d'une journée à une autre, c'est parti. Tout bascule, effectivement. La vie s'arrête. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Roland et Michael, merci beaucoup. Merci Michael Conan. Merci à vous. Roland Hoble. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était notre façon de vous dire attention dans nos cuisines. Si on ne fait pas attention, il y a des bombes. Effectivement. Il y a des bombes. Effectivement. Le gaz,
c'est une vraie bombe qu'on ne sait pas l'utiliser. Mais ce n'est pas n'importe qui manipule le gaz. Il faut l'apprendre. Désormais, il y a des spécialistes qui sont là que vous pouvez consulter où vous voulez pour vous apprendre à utiliser le gaz. Voilà. Ce sera tout pour ce soir. À tout à l'heure. À l'instant, le de la cité se posait sur ces moments des gaz dans nos cuisines et qui font des dégâts. Les échos de la cité, ce sera plutôt recevoir nos citizens à ce jeu. La première, Océane. Toute la cité parle de l'arrivée d'Océane sur le plateau. Bien sûr. Ça va, Océane? Franck, bonsoir. Voilà. C'est vous, Océane. Boli, bonsoir. Toute la cité continue de parler encore de Josiane, qui est en route et qui arrive. La voici, Josiane. Salut, Josiane. Comment vous allez? Je vais très bien. Très bien. Bonsoir, monsieur Boli. J'ai dit ça. Non, pas encore. Nathalie, qui arrive. Ça va, Nat? Ça va, Franck, Ça va? et toi? Alors, asseyez-vous. Bonjour les citizens, bonjour Noël. Bonjour Nathalie. Les échos de la cité, bien avant quand même un petit mot sur ces drames qu'on voit un peu partout, dus au moment des gaz qui explosent dans nos cuisines. Ouais, ça devient récurrent et ça fait peur. Ça fait peur. Ouais, moi, si ça dépendait que de moi, je reviens aux bonnes vieilles méthodes de charbon. Êtes-vous sûr de pouvoir revenir au charbon? Vous avez tenu? C'est pas pour la sécurité. On va juste trouver une solution pour que Oui, ce soit mieux. Oui, c'est vrai, pour l'améliorer. Mais ça fait. Dans ce nouveau monde, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour que les choses aillent mieux? Nathalie? Oui. Le monde s'ouvre à nous, ce monde nouveau de l'IA. Voilà. Aujourd'hui, on voit comment on peut mettre tout ça au service de l'agriculture, tout ça, non? C'est ça, Oui. exactement. Bonsoir à tous. Donc en fait, aujourd'hui, on va parler de comment l'IA transforme nos métiers. Et ça sera dans une petite trilogie, puisqu'on va commencer par un métier noble. D'ailleurs, je tiens à saluer nos chers agriculteurs, nos producteurs et nos planteurs, parce qu'ils font un métier qui est quand même très difficile, exigeant. Et sans eux, nos marchés ne vivraient pas et on ne mangerait surtout pas. Donc voilà, hommage aux agriculteurs. Alors, il y a 3 points. Comment l'IA transforme nos métiers. Le premier point, c'est évidemment sur la sécurité. Le deuxième point, c'est également sur tout ce qui est arrosage, l'irrigation. Et le troisième point, c'est sur les maladies. Alors, donc l'IA peut détecter les maladies dans les plantations, dans les productions. L'IA est un médecin. Ouais. Alors, je savais que M. Boli allait dire ça, donc du coup, j'ai bien préparé mes réponses pour lui. Ah, oui, ça vous arrive. Non, mais que l'IA détecte comme ça les maladies, c'est quand même... Ça peut prévoir des maladies, là, ça peut prévoir les saisons. Écoutez, j'ai seulement dit mes 3 points, je vais les développer. Donc, oui, non, merci. sans problème. Sans problème. Je suis quand même surpris qu'un élément informatique puisse détecter les maladies. Justement. Alors, premièrement, j'ai parlé de la sécurité. Donc, l'IA, c'est la surveillance 24 heures sur 24 dans les champs. Et surtout, elle fait la différence entre un humain et un animal, parce qu'il faut savoir que les agriculteurs, les planteurs se font voler leurs récoltes. C'est quand même curieux. C'est un métier difficile. Oui. C'est faisable, hein, mais bon. Oui, c'est faisable. Et surtout, elle détecte également les incendies. Avant que ton voisin te dise Yako, l'IA a déjà envoyé le bip-bip qu'on a entendu tout à l'heure chez nos amis. Alors ça, pourquoi M. Boli disait... Tu peux répéter la question déjà? Non, mais ce que je veux dire, que l'IA détecte les maladies, mais déjà là, je suis quand même curieux de savoir comment il détecte un petit peu les intrus. Sur un champ, je pense que c'est possible. Quand je finis mon développement, je vous dirai. Donc, deuxièmement, au niveau de l'irrigation, avec des petits capteurs qui sont implantés dans le sol, des capteurs qui détectent l'humidité, l'IA, en fait, dit quand est-ce qu'il faut arroser. Donc, comme ça, on a 30% d'économie d'eau. Et surtout, elle nous dit également, quand il va pleuvoir, elle sait également qu'il va pleuvoir, donc elle ne déclenche pas les petits capteurs d'arrosage. Et pour terminer, donc, je parlais de la détection des maladies. Avec juste un scan de la fleur ou de la plante, l'IA peut détecter la maladie et surtout, elle donne le diagnostic
Et elle cartographie aussi le champ avec les zones, la zone A, la zone B et la zone C. Et voilà. Alors, comment c'est fait? C'est formidable. Hein? Non, mais pour l'instant, c'est formidable. Il faudrait qu'elle m'explique quand même comment Oui, oui. Elle explique, je veux dire, la mise en œuvre. Oui, je vais expliquer. Alors, vous donc, expliquez. Soyez pas pressés, messieurs. Non, moi, c'est la mise en œuvre. Donc, la mise en œuvre de ça, c'est qu'en fait, il y a des programmes aujourd'hui en Côte d'Ivoire ou en Afrique qui aident les agriculteurs justement pour faire ces installations. Ce sont des installations dans un champ et avec des caméras liées à l'IA, à l'Internet, etc. Et, des drones. Des drones aussi dans les champs qui permettent justement de faire ce côté, on va dire, cette liaison justement avec l'IA. Donc le champ, en fait, c'est un champ qui devient intelligent parce que justement l'agriculteur s'est doté de tous ces outils-là et c'est des outils en fait qui peuvent recevoir parce que justement ils peuvent avoir des aides partout ici en Côte d'Ivoire ou en Afrique pour pouvoir doter leur champ justement de tous ces outils qui permettent de non seulement sécuriser, donc l'IA devient comme un vigile, de aussi arroser, donc ça prédit, ça détecte. Et troisièmement, effectivement, pour les maladies, ça peut donc les détecter et donner le soin. Voilà tout simplement. Mais je n'ai pas eu mon explication. Ah, c'est ce nouveau monde qui s'est présenté à vous. On dit qu'en scannant les feuilles, en scannant la feuille, en la transmettant à l'IA, elle détecte la maladie. Vous n'avez pas compris? Non. La mise en œuvre, comment on met ça en œuvre? Mais c'est un technicien. Voilà, en fait. c'est ça. C'est un technicien. Mais je viens de le dire, Noël. Mais j'ai pas entendu. La mise en œuvre, comment on la met en œuvre? C'est un technicien. C'est un technicien voilà, qui fait c'est-à-dire qu'on ça. a un champ de 1 hectare, par exemple. Oui. Parce qu'il faut aller dans des cas concrets. On a un champ de 1 hectare. Comment on le couvre? Comment on dit, par exemple, ce produit du champ de 1 hectare est malade? Et que celui-là, il est malade et il peut contaminer les autres à terme. Justement, en prenant la feuille et avec le drone va cartographier. Qui prend la feuille? C'est l'agriculteur qui scanne la feuille malade. Donc, il a détecté effectivement qu'il y a un problème dans son champ. Il scanne la feuille et l'IA lui donne en fait la maladie. Et après, il y a le drone qui cartographie et on voit les zones qui ont été touchées. Donc, l'IA va diviser en disant zone A. Donc, elle a été touchée par telle maladie. Et l'autre, ainsi B et C. Par la présence des fameuses feuilles dans les différentes zones du champ. C'est ça, exactement. Et après, elle donne le remède. Et puis, c'est l'agriculteur. Voilà. En tout cas, ce sont des indications qu'on donne. Ceux qui sont intéressés iront beaucoup plus loin. Et puis, ils sauront comment l'IA peut être utile. Nat, merci beaucoup. Je t'en prie. Voilà, ce nouveau monde qui s'offre à nous, il ne faut pas être... Il faut s'ouvrir à ce nouveau monde. Mais c'est vrai que les questions de Noël sont... Non. Parce que le paysan s'est dit, mais comment... Non, mais ce n'était pas pour la mettre en difficulté. Non, pas du tout. Non, je ne me suis pas du tout sentie en difficulté. Ce n'est pas pour la mettre en difficulté. Et la diaspora, en Côte d'Ivoire, on parle la dernière fois de comment l'organiser pour mieux en profiter, tout ça. Aujourd'hui, il y a un promoteur qui est ivoirien en plus. Un cabinet conseil, voilà, qui s'apprête à venir en Côte d'Ivoire. Alors donc aujourd'hui nous allons vous présenter un autre sujet, un forum REPAT qui est une initiative, on va dire, du cabinet PKD Conseil. Mais avant d'y en venir, nous allons aller un tout petit peu sur les interrogations que nous nous sommes faites à l'émission dernière, c'est-à-dire la semaine passée. Nous avons évoqué le problème qu'il y avait entre la diaspora africaine et les institutions africaines quant à créer une sorte de rapprochement entre ces deux entités. Et nous sommes allés sur des pistes, énumérer certains obstacles, après proposer des solutions, notamment organiser des forums pour élucider, on va dire, ce problème et trouver des solutions. Donc, ce forum, voilà, le forum REPAT vient à point nommé pour non seulement régler la question, on va dire, du rapprochement entre les deux entités, la diaspora africaine et les institutions, et trouver des pistes concrètes de solutions afin de pouvoir régler toutes les difficultés, on ne va pas dire toutes les difficultés, mais certaines des difficultés que rencontre la diaspora africaine. Alors, on va présenter un tout petit peu le cabinet. C'est un cabinet qui est dirigé par un Ivoirien, M. Pierre Jemis, voilà, qui travaille
à proposer des stratégies de coopération avec les institutions, on va dire, internationales. Donc, il propose ce cabinet, ce forum. Pourquoi? Parce que à la première et à la deuxième édition, il s'est rendu compte qu'il y avait de réels problèmes. Voilà. C'est-à-dire, il a compris que la diaspora africaine, notamment celle de la Côte d'Ivoire, avait des difficultés à pouvoir s'acquérir des maisons ici en Côte d'Ivoire. Donc, la question était de trouver des solutions. Donc, au cours de ce forum, Forum REPAT, il met en amont ces entités étatiques, notamment la BACI, voilà, qui participe à cette cohésion efficace afin de pouvoir régler toutes ces questions. Alors, donc, le cabinet a son actif, on va dire, des repères assez importants. Voilà, on peut dire que c'est un cabinet qui travaille auprès de certaines ambassades occidentales, notamment la France, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie, dans le cadre du droit d'État relatif à l'immigration. C'est pour dire que ce cabinet est bien outillé pour intervenir sur ce genre de questions. On va vous présenter une deuxième de leurs spécialités. C'est un cabinet qui est reconnu par le Bureau économique de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Chine comme partenaire de référence dans l'assistance aux opérateurs économiques chinois en Côte d'Ivoire. Le cabinet est vraiment outillé, stratégiquement, de façon internationale, afin de pouvoir résoudre efficacement toutes ces questions que se pose la diaspora africaine, notamment celle de la Côte d'Ivoire. Donc, le forum va se tenir en 2026. Au mois de février. Oui, en 2026. Donc, nous vous invitons à y prendre part. Et pour aller un peu plus loin, nous sommes allés à la rencontre de ce cabinet pour vous permettre d'en savoir, d'avoir toutes les informations relatives à cette activité efficace et dynamique qui se prépare. Donc ne restez pas en marge, ne vous plaignez plus, la diaspora africaine. Voilà le rapprochement qui se crée, donc prenez-y part. Il était panafricaniste, il était ghanéen, africain on va dire. Même pour ces miracles, entre guillemets, pour l'Union de l'Afrique, le nouveau maire de New York porte son nom car ses parents vivaient en Ouganda. Il s'agit de Kwame Nkrumah. Il a créé le Ghana moderne qui s'appelait à l'époque le Gold Coast, d'après les Anglais. Mais monsieur, non, pas du tout, Gold Coast, non. Il faut un nom africain. Il faut un nom pour introduire Océane Bleu. Merci, voilà. Franck. Merci Tissène Damo. Vous savez qu'avec moi, c'est toujours l'histoire. Il faut savoir d'où on vient. Comme ça, on pourra s'implanter dans l'avenir. Le Ghana, dans toute sa splendeur, un pays riche en or, rempli de convoitises, attire le regard des colons qui s'accostent donc vers leur rive. Sachant qu'il y a assez d'or, ils nomment ce pays le Gold Coast, qui veut dire la Côte d'Or. Alors, ce pays est pillé, ravagé, assujetti, mené en esclavage, parce que ces biens sont immenses. Il faut savoir que l'or est un minerai très important qui ne perd sa valeur en aucun moment. Au plus des années passent, plus il se bonifie et devient plus cher. Donc, le Ghana souffre martyrdement de toutes ces entrées des Portugais, des Hollandais qui viennent que convoiter leur territoire. Les années s'écoulent, nous sommes au 19e siècle, partons du 15e siècle jusqu'à ce qu'on arrive au 19e siècle. Les Africains commencent à s'introduire dans l'intellect des Européens, commencent à voir un peu leur stratégie pour mener à bien leur quête de restaurer et de restituer leur continent au leur. Qu'est-ce qui se passe? On se retrouve donc dans le premier pays à avoir l'indépendance officieusement en 1957. Je parle du Ghana. Pourquoi est-ce que le nom a été changé par Kwame Nkrumah? C'est simple. Étant donné que ce pays était très convoité, tant qu'on gardera le nom Côte d'Or, ça va toujours appeler les Européens à y mettre bras. Alors, ils trouvent une stratégie à donner un nom africain à ce pays, à revenir à son empire d'avant, comme on appelait avant l'Empire Ashanti. Il se dit, redonnons-lui un nom qui vaut son intérieur pour pouvoir préserver les biens. Alors, le 6 mars 1957, Kwame Nkrumah obtient l'indépendance du Ghana, qui devient le premier pays africain subsahárien à avoir son indépendance de façon officieuse. Et officiellement, le 1er juillet 1960, le Ghana obtient son indépendance en tant qu'un pays libre pour renforcer, pour renfermer tout ce bocal-là, pour pouvoir cotiser et garder à bien les biens qui sont au Ghana. Kwame Nkrumah mène une lutte sans faille. Il reste à lutter jusqu'à ce que le Ghana puisse faire des réserves aujourd'hui de 30 000 tonnes d'or qui sont conservées au Ghana. Et crée l'équipe qui s'appelle
la Black Team pour faire référence aux Africains, pour leur dire que l'Afrique est gorgée de ressources minières. Il faut prendre soin de ce que nous avons. Le Ghana reste toujours un pays rempli d'or, mais nous l'avons voilé à travers le nom ghanéen, ce qui vaut le nom antérieur médiéval de l'Empire ghanéen avant. C'était juste la petite histoire sur Gold Coast qui revient Ghana. Gold Coast qui devient Ghana. Le Ghana. Et Ouais. Ghana, c'est l'Empire du Ghana. L'Empire du Ghana, avec je le pense premier roi au XIIe Ossotutu. siècle, je crois. Oui, 12e oui. siècle, l'Empire du 12e Ghana. siècle, avec Ossotutu, Voilà. premier roi de l'Empire. Je ne sais pas, mais quand même, crois-moi, dans cette pensée africaine authentique, prend ce nom. Vous dites que non, moi, je ne suis pas asservi, je suis indépendant. Je suis Je ne indépendant, veux je suis plus être libre, la Gold aliéné, Coast. assujetti. Moi, je suis le Ghana. Je suis le Ghana. En souvenir de cet empire. Je refuse qu'on me voie africain. comme un bien minéral. Je suis un Je suis Africain le Ghana. qui mérite d'être... Et même que l'équipe nationale du Ghana s'appelle, pas par hasard, s'appelle les Black Stars, Les Black les Stars. étoiles noires C'est clair. d'Afrique. Le Ghana, quand on parle de panafricanisme, c'est en première ligne. Très. Merci Océane. Je t'en prie. Merci. Il a rien dit le garçon. Qu'est-ce qu'il a? Je suis émerveillé par ces histoires. Ces histoires. Alors, ces histoires merveilleuses qui vont nous conduire au chassé-croisé. Quand il y a des belles histoires comme ça, il y en a qui viennent pour boire, il y en a d'autres qui sortent, on se croise quelque part parce qu'on aime bien cet endroit. Le chassé-croisé maintenant, mesdames et messieurs. Le chassé-croisé. 3 filles qui rentrent, 3 filles qui sortent. C'est le croisement que nous appelons ici le chassé-croisé. Toute la cité en parlera tout le temps. Les voici. Les 3 qui sortent, les 3 qui rentrent. Racha, Montero, Roselyne. Les 3 qui sortent. Josiane, Nathalie et Océane. Asseyez-vous. Ça va, Roselyne? Voilà. Mais on doit faire la bise. Oh là Non, là. bah, c'est pas obligé, hein, mais ça fait longtemps, toi. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va, super. Ok. Ouais. Ça va, Montero? Docteur Montero? C'est ça. Asseyez-vous. Ça va? Ça va bien. Ben, on me demande, elle est où, la petite métique? La petite métesse, je voulais dire. Vous avez demandé, vous l'avez. Voilà. Ouais, vous l'avez, là. Elle est là, hein, Racha. On dort, Oui, quoi. non, mais bien sûr. Elle m'a fait un bisou, t'as pas vu? Oh, j'ai vu, alors. Il faut te réveiller, alors. Un bisou chaleureux. Bah, voilà. Ah ouais, N'est-ce chaleureux, pas? mais oui. Attendez. Elle est magnifique. Ah, c'est pas ça n'a rien à voir avec un bisou des dépressifs. Hein. Un bisou chaleureux. Chaleureux. Comme la queen de Véronique Tadio. Ah oui. La Reine Pocou. Version Véronique Tadio. Un livre très intéressant. Oh oui, Macha. ça c'est clair. En fait, j'aurais voulu d'abord, chez nous les baoulés, parce qu'il faut savoir que je suis une femme baoulée. Ah bon? Oui. Ah, on s'est rendu compte, hein? Oui. Comment? Avec le comportement, on me dit tout le temps, toi tu as le comportement d'une fille baoulée, hein. Mais c'est pour rigoler. En tant que femme Tiens, pour aller baoulée, plus loin, généralement... elle s'appellerait pas Aou. Aou par hasard? Oui, c'est vraiment ton... Elle s'appelle- Non. Si. Ah ben, ok. Ben voilà. Et ça me dérange tellement pas, j'adore ce prénom. Ah, c'est joli, Aou. la petite Aou. Mais on t'appelle Aou maintenant, Non, il est on laisse jeudi. Racha. C'est Voilà. jeudi, Aou. Aou. Et Afou? Afou, c'est Afro, quand? c'est vendredi. Ah, vendredi. Ah, c'est trop C'est pas intéressant lundi, c'est ça. pas lundi. Et Afou, Je ne m'y connais pas. La ça petite va, Aou. Ah, faut pas qu'on dise des choses et puis après, peut-être c'est lundi, je sais Et pas. tu vas tromper Je la sais population juste, ivoirienne, là, Aou. Je sais que Racha. Aou, c'est jeudi. Alors, tes ancêtres, ton ancêtre, l'une Oui. des plus célèbres, Abla Poukou, elle a été Justement. encore immortalisée par Véronique Tadio dans son livre. Oui. Et d'ailleurs, il faut savoir que pour la petite histoire, nos parents, nos tantes nous racontaient toujours des petites histoires avant. Et comme ça, il y a ma tante qui m'a raconté l'histoire justement de Abla Pokou. Et je vous fais le petit résumé. Alors, c'était une reine, une belle dame, une femme éloquente, digne, gracieuse, magnifique, simplement, qui fuyait des conflits internes de son pays au Ghana, pour ceux qui connaissent l'histoire. Alors, en quittant le Ghana avec sa troupe, cette population avec qui elle venait, qui était sous son aile, il faut savoir qu'elle est arrivée devant un fleuve. Et ce fleuve-là ne voulait pas les laisser passer. Il était rugissant, il était ardent, il était rempli
En tout cas, il ne voulait pas les laisser passer. Vous connaissez l'Afrique et ses mystères. Alors, elle a dû faire un choix. Lequel? Un choix terrible, un choix inhumain. Pour une femme, pour une mère, c'est très difficile de faire ce choix-là. Alors oui, là, Abla Poku, a fait le choix entre son peuple et son enfant, son bébé, son bambin, celui qu'elle a mis au monde, l'enfant qu'elle a fait naître, l'enfant qu'elle a souffert pour avoir. Elle a fait 9 mois de vie, 9 mois de portage, je peux dire ça comme ça. Et cet enfant-là, ému, portage, j'ai ému. Ah oui, j'ai ému. De grossesse. De grossesse. Ah, Merci. voilà. Tellement je suis à fond dans la chose. Il y a une belle chanson de Léa Gambel qui parle d'Aou aussi. Hein. Bon, question en passant. Bref, Oh là là. je reviens. 9 mois où elle a porté cet enfant-là. Et on lui demande un sacrifice, un ultime sacrifice, celui de donner son enfant à ce fleuve. Bon nombre d'entre nous auraient hésité. Ça a dû être difficile, ça, non? Un choix terrible. Ah où elle aurait difficile. hésité. On sent Bon l'émotion. nombre d'entre nous auraient hésité. Mais Bon, avant d'être on une passe, on mère... passe pas. Hein. Tu ne donnes même pas un enfant dans l'eau, tu passes pas. Bien sûr. Il fallait bien choisir. Et Le surtout, peuple est là. avant d'être une mère, c'était une reine. Une reine qui devait porter son peuple. Une reine qui devait porter les personnes avec qui elle traversait. Elle a décidé de donner son enfant. Abla Poku jeta son enfant dans le fleuve. Oh, que c'est triste. Elle s'écria Baouli. Baouli veut dire l'enfant est mort. Et c'est ce nom-là que porte aujourd'hui le peuple Baouli. Baouli. Normalement, c'est Baouli, c'est pas Baoulé. Oui, mais quoi, en appellation, on dit Baouli. L'enfant est mort. Baouli. D'accord, mais c'est quoi la bonne interpellation, je veux dire? C'est Baouli ou Baoulé? On dit Baoulé parce que il y a chaque phrase, en fait, qui se dénature au fil du temps. Voilà, donc maintenant, c'est Baoulé. Mais c'est là où est tirée, en fait, cette essence-là, ce nom-là. Et ça, c'est l'histoire du Baoulé. Je pense que chaque Baoulé connaît cette histoire parce que si tu es Baoulé, tu connais forcément. Absolument. Et ça, c'est Véronique Tadjo qui l'a écrit dans son livre qui est paru en 2005. Je vous incite vivement à le lire et puis à en faire bon usage. Merci, Racha. Quel bout d'énergie, Racha, c'est incroyable. Ça va? Oui, ça va super. Tu nous as manqué, hein? Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez de l'histoire, quand même? C'est une belle histoire. Non, c'est une belle histoire. Une histoire qui a créé nous as une partie de la Côte d'Ivoire, quand même. Hein. Oui, c'est voilà, le peuple baoulé, c'est une grande partie de la Côte d'Ivoire. Hein. Oui, C'est une et belle je pense histoire. que c'est important de partager à l'extérieur Il faut beaucoup avec des plus personnes d'histoires comme ça, c'est important. Moi, je ne savais pas, je ne connaissais pas. Ah, maintenant, Voilà. tu as vu. Donc, maintenant, je peux expliquer. Mais- Pourquoi vous ne me croyez pas? C'est vrai qu'au J'ai Cap jamais Vert, on vu ne connaît ça, pas je dis l'histoire. ça. Hein. Ah, au Cap Vert, non, Au on ne Cap connaît Vert, pas on connaît pas Baouli, l'histoire. machin. Mais il y a des histoires quand même. Ah, j'ai pas dit ça à la caméra comme ça. Non, mais je veux dire, au-delà de ça, au Cap-Vert, il y a des histoires quand même. Ah oui, bien sûr. Oui, il y a des belles histoires. histoires, quoi. je veux Bien dire, sûr. Moi aussi. voilà. Je Mais en pourrais tout vous en cas, raconter, mais je ne connaissais pas la reine Poku. Mais je t'incite à vraiment lire le livre parce qu'il y a d'autres rebondissements. Je ne vais pas tout étaler ici parce que Ouais, il y a des le détails but, importants. c'est de vous donner envie On a envie, d'aller Racha. apprendre. On a envie. de lire. Absolument. Merci, Racha. Merci beaucoup. En tout cas, très Avec bien plaisir. raconté. C'est bien rencontré. Elle va checker pour voir après si l'histoire est bien comptée ou pas. Oui, c'est très bien compté avec l'émotion. Ce sera après. Hein. Ah, c'est Puis après. pour toi, c'est Ok. parti déjà. Ah, la Roselyne, elle est terrible. Ben, oui, tout à l'heure, ce sera vous. On tente juste de passer par chez Alex. Vous connaissez Alex? Ça dépend de quel Alex. Ah ouais, t'as quelqu'un qui s'appelle Alex dans ta vie? Non. Zoomez sur elle, elle a des choses à nous dire, Alex. Bon. C'est toi qui dois me Alex, c'est ce dépressif dans la peau. C'est qui? Enfin, Dr Montoro se met dans la peau de dépressif, Alex. Oui. Mais pour Et, mieux vous parler de la dépression, je me mettrai dans la peau d'un monsieur que je connais qui m'a approché pour me dire « Joanne, parle de la dépression. Je veux que tu te mettes dans ma peau et que tu parles de ce qu'est la dépression. » Mais surtout, une grande conséquence de la dépression qui est la fatigue. Donc, je me mets à sa place et je vous conte la douleur qu'il peut ressentir. Je suis Alex, père de 4 enfants. J'ai toujours pris soin de mes enfants, j'ai toujours aidé à la maison. Je n'ai jamais laissé la chambre sale.
J'ai toujours arrangé la chambre avant que madame ne vienne. J'ai toujours aidé à changer les couches. J'ai toujours été un mari modèle. Sauf que la dépression me tombe un jour dessus. Il n'y a pas eu mort d'homme. La dépression m'est tombée dessus, sûrement la fatigue. Je n'ai plus aidé à la maison. On m'a traité de paresseux. Madame n'a pas voulu comprendre lorsque je lui ai dit « Babe, je ne me sens pas bien. Je pense que j'ai une dépression, je fais une dépression. » Elle n'a pas compris. Elle m'a juste traité de paresseux. Au travail, j'étais le meilleur. On me disait, mais c'est toi le meilleur, tu es l'exemple de cette entreprise. Mais à cause de la dépression et cette fichue conséquence qui est la fatigue et la perte du goût à la vie, j'ai arrêté d'être cet exemple-là pour mes collègues. J'ai arrêté rapidement de donner les tâches qu'on me donnait. Bref, j'ai perdu le goût de travailler, j'ai tout abandonné. Non, je ne suis pas paresseux, je suis dépressive et j'ai besoin d'aide. Pour Alex. Oui. Le pauvre Alex. Donc, on t'envoie plein d'amour, Alex, et je sais qu'il y a plein de personnes qui vont se retrouver en lui. Voilà, cette grande fatigue que tu ressens, cette perte de goût à la vie. Voilà, ce n'est pas fortuit. Sûrement, vous faites une dépression. Il faut vous faire dépister. On peut se faire dépister de la dépression. Il y a des médecins en Côte d'Ivoire. Faites-vous soigner. Vous n'êtes pas fou. Ça se soigne, la dépression. Docteur Montoro. Ouais. Merci. Mais vous voulez pleurer ou quoi? Oui, je sais pas, Alex, c'est dépressif. On sort de l'histoire de Rachel. On en Alex pleurer, on n'avait pas fini d'essuyer nos larmes et tu nous rajoutes une couche, on pleure. Mais dis à Alex que voilà, on passera le voir. Est-ce qu'on peut donner des conseils à Alex? Oui, vas-y, donne des conseils à Alex. On va ouvrir la boîte, rajoute un conseil. Est-ce que la production peut nous ramener des Kleenex, s'il vous plaît? Parce qu'il faut qu'on pleure. Prenez mon mouchoir. On ne pleure pas vendredi soir quand même. Non, on est quand même vendredi soir, on se détend. Voilà, si vous vous sentez mal, prenez un pot. Alors, ce sera à la fin les plein conseils. Plein d'amour, Alex. Le temps de checker tout ça quand même. Bon, j'espère qu'on ne va pas pleurer là. On va pleurer. Pour changer un peu. Pas du tout, ça va. Tout des blancs, vêtus. Roselyne. Alors. Avec sa baguette magique, elle va checker tout ça. Allez, vas-y. Très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important. Très important parce que c'est un thème aussi qui fait l'actualité. Certaines personnes disent, pour réussir, il faut forcément partir à l'étranger. Comme si partir à l'étranger était rimait, magique. exactement, rimait avec la réussite. Et pourtant, voilà, la réalité, elle est tout autre sur le terrain. Tout simplement parce que nous avons des milliers de personnes qui réussissent ici, tout simplement. Et ces personnes-là ont pu bâtir une entreprise, que ce soit une entreprise ou une activité, et on voit que ces personnes s'en sortent. Donc, on peut dire d'un premier, d'un premier jet, excusez-moi, que la réussite ne rime pas forcément avec partir à l'étranger. Et nous avons des personnes qui ont bien voulu partager leur expérience et on va regarder dans cet élément vidéo, tout simplement. Et je ne suis pas forcément aller se déplacer, aller prendre des billets d'avion, prendre des bateaux, des trucs pour aller au Maroc, soit ailleurs pour pouvoir t'en reçu. Mais pour pouvoir reçu, il faut forcément, tu peux être en Côte d'Ivoire ici, tu peux réussir sans problème. Je veux dire à la population que vraiment, ne faut pas que cela va se passer comme ça, pour qu'ils retiennent ça pour ne pas se déplacer. Mais tu peux être en Côte d'Ivoire, tu peux réussir. Tu peux être en Côte d'Ivoire, tu peux réussir. Petit à petit, tu peux t'en sortir sans problème. Voilà, pour ne pas trop gaspiller de l'argent, prendre des avions au Maroc, là, pour que forcément, tu peux réussir. Tout ça, c'est le peu d'argent. Donc, tu peux être en Côte d'Ivoire, tu peux réussir. Voilà, c'est
Bon, j'aimerais dire à mes frères, mes petits frères, mes grands frères, on n'est pas obligé de sortir, aller à l'étranger pour réussir. On peut rester en Côte d'Ivoire ici, on va travailler, on va gagner pour nous. Il ne suffit pas de rester couché à la maison et puis tu vas gagner pour toi. Il faut sortir chercher. Si tu cherches, tu vas gagner. Je tiens à dire à tous mes frères qui sortent que ce n'est pas forcément en Europe qu'on peut réussir. Voilà. Même ici, étant ici, on peut développer. Après, moi, j'ai fait 9 ans là-bas et depuis zéro. Voilà. Tout cet argent qu'on prend pour traverser la mer, tout ça, on peut développer ici. Nous ne sommes pas obligés de prendre la mer, tout ça. Même ici, on peut développer. Parce que le trajet me coûte beaucoup d'argent. Avec cet argent, on peut développer ici. Eh oui. Alors, des personnes ont partagé leur expérience et nous pouvons dire, comme je l'ai dit tantôt, la réussite ne rime pas forcément avec partir à l'étranger comme certaines personnes le disent. Pour réussir, Voilà, il faut travailler, c'est tout. Il faut travailler avec méthode, il faut y croire. Ce n'est pas l'environnement qui vous donne d'emblée la réussite. Ici comme ailleurs, on peut réussir, pour vous que vous vouliez réussir. Voilà. Non, c'est vrai. En fait, ce qu'elle dit, c'est vrai, hein, d'ailleurs, ce que Racha a dit ou ce que Docteur Montero a dit. Mais en fait, moi, j'aime trop qu'on m'appelle comme ça. Ah ouais, mais bon, Docteur Montero, ça ressemble à un vrai docteur, ça. Oui, Docteur Montero. Mais là, c'est faux pour l'instant. Non, mais en fait, moi, ce qui me dérange dans le terme, c'est forcément. Pour réussir, il faut aller à l'étranger, mais le forcément me dérange un peu. Parce que ça voudrait dire que toutes les personnes qui ne sont pas forcément allées à l'étranger sont en situation d'échec. Or, c'est pas vrai. Je veux dire, on n'a même pas besoin de fouiller dans les archives pour voir que c'est complètement erroné. Oui, quoi. justement, En fait, c'est le forcément qui... voilà, justement, pour aller dans votre sens, je dirais que ce sont des fatalistes. Ces personnes-là sont tout simplement fatalistes parce qu'elles se disent, puisqu'elles ont essayé ici, peut-être qu'elles n'ont pas forcément eu la solution, elles n'ont pas forcément entrepris dans le bon secteur. Et puisque ça n'a pas marché, elles se disent que ça ne donnera rien. Alors que, comme Amadou Kourouma l'a dit... c'est quoi? C'est la fin de citation, là, c'est ça? Ah oui, la citation. Non, c'est la citation. Non, parce que d'habitude, elle nous prévient. Là, tu nous as pas prévenu. Donc, on va reprendre. Tu dis la citation, vas-y. Comme Amadou Kourouma le... Écoutez bien, les filles. Écoutez bien, c'est la citation. La citation arrive. Vas-y. Très bien. Donc, comme Amadou Kourouma l'a dit, on ne réussit pas. On ne réussit pas parce qu'on part. On réussit parce qu'on persiste. C'est ce que Boli disait tout à l'heure. Comme pour dire tout simplement, voilà, que la vraie réussite n'est pas le lieu où l'on arrive. La vraie réussite, c'est la lumière que l'on porte en nous et surtout celle que nous partageons. C'est absolument. Ça, ce soir, c'est parfait. Une belle phrase. Alex, Abla beaucoup, Roselyne. Bravo les filles, ça, vraiment, on t'est gâtés là. Ça mérite des applaudissements. Ce soir, ça se flambe partout. Non, mais c'est important de le dire. Vous savez pourquoi j'aime terminer avec tout ça? Ah, c'est pas fini encore? Non, c'est fini, mais sauf que là, malheureusement, on voit plusieurs personnes partir et surtout, on va dire, prendre le large. Gâche pas le truc, tu as bien terminé. En fait, pendant que je parle, il y a une image qui me vient à l'esprit et c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. Alors, dis-le. Des personnes qui ont péri dans la mer. On en parlait ici déjà. Voilà. C'est une image terrible. C'est justement ce pourquoi j'ai tenu à terminer par cette phrase-là. Pour que les gens comprennent qu'il ne suffit pas de partir. Alors, on reprend la phrase pour terminer complètement. Alors, comme je l'ai dit, la vraie réussite, ce n'est pas le lieu où l'on arrive. La vraie réussite, c'est plutôt la lumière que l'on porte en nous et surtout la lumière que nous partageons, tout simplement. La lumière que nous partageons. Ce soir, on a partagé de la lumière. On a partagé 3 lumières. Merci pour la lumière. Rachouta, merci pour la lumière. Avec plaisir. Roselyne, merci pour la lumière. Tellement la lumière est grande, on finit par se... Merci pour tout. Il est ému, monsieur Boli. Merci pour la lumière. Noël, c'est bientôt la lumière. Noël, dans Noël, c'est décembre bientôt. On sera gâtés. Merci beaucoup. Et ainsi, c'est refermé le deuxième plateau des Échos de la Cité avec la lumière. Tout à l'heure, on vous revient.
Je vous présente M. Zacco, Christophe Lebé-Zacco, écrivain, M. Noël Boli. Enchanté, M. Noël Boli. Et notre belle bout en train, Monica. Enchanté, monsieur. Enchanté. Francis, tu es de la maison. Enchanté. Francis. Voilà. On va commencer par la beauté. Tiens, Monica. Beauté, aujourd'hui, on parle de... Aujourd'hui, nous parlons de la beauté, mais pas comme une routine obligatoire. La beauté, aujourd'hui, change. Un véritable rituel de bien-être. Il est important de se relaxer parce qu'on a tendance à prendre soin de notre corps, juste mettre la crème sans aller, par exemple, au spa, prendre soin de nous. Pourtant, le corps a besoin de ça. Pendant qu'on prend soin de nous, le cerveau, le corps ramène au cerveau qu'on prend soin de nous. Je ne sais pas comment, si vous comprenez, mais pendant que nous sommes en train de nous faire, par exemple, du massage de cheveux, où on s'éloigne du téléphone, de tout ce qui est bruit, on se retrouve dans un coin pour pouvoir mieux prendre soin de notre corps. Le cerveau reçoit qu'il y a une décharge qui est en train de se faire, une décharge mentale. Enfin, il faut se relaxer. Il faut se relaxer. C'est aussi ça la beauté. Voilà, Justement. il y a ce qu'on fait habituellement, mais il y a le confort. Certains iraient dans les spas pour dormir un coup dans des endroits. Loin de, ça fait partie son de la beauté du corps, téléphone, de l'esprit, tout ça. Ouais. Loin de son téléphone, loin du bruit, du stress, parce qu'après après le boulot, on a le stress. Donc quand on rentre aussi à la maison, si on n'a pas le temps, par exemple, le week-end, de pouvoir aller au spa, on peut le faire à la maison. On prend un temps pour nous-mêmes, on prend une huile qu'on aime bien, et on commence peut-être à masser les cheveux. Bon, monsieur, lui, il a déjà les cheveux. Pour ceux qui ont des cheveux, voilà, même si on n'a pas des cheveux, on peut commencer à se faire le massage. Bon, monsieur Bolé et moi, bon. Douceur. Nous sommes exclus. Les hommes se coupent. Franchement, il met des perruques chez lui, donc... Bon, n'importe quoi. Oh là là, qu'est-ce qui est mauvais? Pas besoin d'avoir forcément les cheveux pour se faire le massage crânien, donc pas forcément avoir. Donc aujourd'hui, c'est samedi. C'est vendredi, autant pour moi. Ça sera demain samedi. Voilà. On sait que demain samedi. Aujourd'hui, c'est vendredi. Donc demain, c'est samedi. Et demain, vous allez revenir encore dans une autre tenue qui sera la beauté de l'Est de la Côte d'Ivoire. Justement. On laisse le suspense. Nord-Est ou Est tout court. Suspense demain. Suspense. Merci Monica pour ce soir. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, maintenant c'est l'honneur de recevoir Monsieur David Johnson. David. David, qu'est-ce que c'est que ça? Franck, tu sais très bien que la marche est interdite. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est que tu marches comme ça? Ah si, quand même ensemble, David. Ah ouais? Oui, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. David Johnson. Oui. Monsieur Tegonini, demain samedi, vous êtes en one-man show à Abidjan. Oui, c'est pour parler de la culture. Grâce à Madame la ministre qui met cette salle à ma disposition gracieusement. Et le one-man show tourne autour, bien sûr, autour de cette pièce mythique Togonini, que tu dois bien connaître. De Bernard Adadier. Bernard comment? Adadier, non? Hein? Bernard Adadier. Oui, mais ça c'est toi. C'est ton invention. C'est très original. C'est le premier là, Bernard Adadier. Adadier, oui, c'est ça. De Bernadier. Oui. C'est le tout premier. En tout cas. Vous allez y arriver comment? En sautien comme ça ou en marchant? Pardon? Non, j'espère que le décret sera levé juste le temps du spectacle. Comme ça, je vais répondre après. D'accord. Ouais. David Johnson, Noël Boli, là c'est David. David, c'est Francis. Ah oui, enchanté. Et puis on a avec nous Christophe Lebé-Zacco, qui est auteur de ce livre, qui est enseignant aussi, non, je crois. Oui. C'est donc le monde artistique ce soir pour donner le plateau de toute la cité en parle. Ouais. On se retrouve pour terminer en beauté. Monsieur Togonini, David Johnson en one-man show ce samedi au Palais de la Culture. Ouais. C'est tout un spectacle. Ah oui, c'est tout un spectacle. Je voudrais seulement te dire merci, Franck, parce que c'est pas
Pardonnez. Qu'est-ce qu'on peut refuser à David Johnson? Non, 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 Rien vous refuser, c'est une quoi. amitié qui date depuis Radio Côte d'Ivoire, si tu te rappelles bien. On a toujours été comme ça, symbiose. Donc ça ne me surprend pas, cette invitation ne me surprend pas. Et permets-moi, je n'ai pas l'habitude de... David, tu peux regarder l'autre caméra, par exemple? Voilà, je ne dis pas ce que je ne pense pas, mais je dis tout simplement ici que c'est super le travail. Ceux qui ne connaissent pas David seront surpris. Mais c'est le franc-parler incarné, hein, David. C'est un petit défaut quand même, mais on peut dire un défaut de qualité, parce que ce n'est pas mauvais de dire ce qu'on pense, ce n'est pas mauvais. Franck, je t'invite tout simplement à venir voir le One Man Show. On va y arriver. Vous invitez que Franck, pas toute la cité en parle? Pardon? Vous invitez que Franck, non pas toute la cité en parle? Oui, toute la cité en parle. Voilà. Autant pour moi, toute la cité en parle, surtout avec les superbes chroniqueuses que je viens de voir. Voilà. Tout mauvais. Elles ne seront pas disponibles. Ah, d'accord. Bon, d'accord. Parce qu'elles sont très occupées. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose dans les Maquisards, vous avez incarné ce rôle de Sugar Daddy? Ah oui, avec... Oui. C'est votre confrère, je crois, de leur côté, oui, c'est vrai. Sugar Daddy avec Marie-Paul Adier, c'est ça? C'est bien, hein? Oui. Elle est violente sur scène, celle-là. C'est terrible, il faut avoir de la résistance parce qu'elle peut te bousiller. Elle est imprévisible sur scène. Je crois que, sans toute modestie mise à part, je peux dire que ça m'a permis de mettre un peu la barre très haut parce qu'elle a renvoyé ce que je lui donnais. Donc vraiment, c'était un plaisir d'être sur ce plateau. Je dis bien merci pour tout ce que vous avez fait. Le plateau, il est magnifique, surtout avec le frère saxophoniste, ça donne de la hauteur, la chose. C'est Francis. Francis, c'est beau, Francis, c'est beau. Il faut arrêter, David, sinon il fait ça tout seul pendant 2 heures. Hein, donc si on n'arrête pas, on ne finira pas l'émission. Venez, Franck. On sera là. Je serai très heureux que tu sois là. Et je vais même te pousser à monter sur le podium pour te rappeler les beaux souvenirs. Radio Côte d'Ivoire. D'accord. Merci David. Restez là, ne partez surtout pas. Mais est-ce qu'on vient là-bas en marchant? Ah oui, ça dépend. Ça dépend du dernier conseil. Ça dépend de tout. D'accord. Voilà. David, on reste ensemble là. Ouais. Monsieur Zako, oui. Ce livre a un titre assez particulier quand même, non? Oui. Finance islamique et développement des économies africaines. Ça sonne pas courant, ça. C'est pas courant. Alors, il faut dire que depuis quelques années, il y a une sorte de dichotomie dans le système financier africain. En ce sens que 2 systèmes cohabitent. Le système classique que nous connaissons et depuis peu le système islamique qui a fait son entrée. Alors, je me suis intéressé à ce nouveau système qui a fait son apparition dans notre zone, et notamment dans l'UEMOA, et même, cher Boli, en Côte d'Ivoire. Cher Boli. Eh oui. Ah oui. Il me rend bien. Oui. Ah oui, quand même. Donc, c'est quand même bon de le savoir, n'est-ce pas? Bien sûr. On n'a pas besoin d'être musulman. Oui, pour là, faire on n'a pas de couleur. Pour faire ce constat. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, je me suis permis de regarder de très près et j'ai appris beaucoup de choses, j'ai découvert beaucoup de choses. Je me suis rendu compte que le système bancaire islamique, il a sa source en Afrique, en Égypte. D'aucuns penseraient que c'est en Arabie Saoudite ou au Qatar ou ailleurs. Un jeune Africain qui s'appelle Hamid Al-Gabir, Najjar, en Égypte, il était en Rhénanie, en Allemagne. C'est lui qui est venu pour mettre les premières banques en Égypte. Et je voudrais souligner quand même quelque chose. Les banques classiques, le système financier classique, tournent autour des thèmes essentiels qu'on appelle l'intermédiation financière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce système d'intermédiation, on a l'arbitrage qui est fait entre les agents dits à capacité de financement et ceux dits à besoin de financement
et puis l'intérêt devient le prix de l'argent. On fait donc la confrontation entre l'intérêt créditeur et l'intérêt débiteur, la différence, le banquier empoche. C'est ce qui fait la richesse des banques classiques. La nouveauté, c'est que le système bancaire islamique n'utilise pas l'intérêt. Il considère ça comme un intérêt usuraire. Et en arabe, on dit le riba est haram. C'est-à-dire, l'intérêt usuraire est interdit. Ils accordent le prêt qu'on appelle le Qardassan, c'est-à-dire le prêt sans intérêt. D'où question. Alors, comment ces banques vivent Eh oui, Boli. C'est ça la grande question. Je me rappelle. C'est après à vous répondre, des attends. Attends. Eh oui, parce que la moyenne venir à cette question. Boli. Cher Evan. Boli, je n'ai pas lui donné cette occasion-là. Parce que Awa Evoura, paix à son âme, m'avait posé cette question une fois dans un de mes livres que j'avais intitulé La radiographie des systèmes bancaires d'Afrique francophone. J'avais fait un peu allusion à ça. Et dit, monsieur, docteur Zako, explique-nous. J'ai dit, mais si j'explique ça. Une fois qu'on a quitté le plateau, là, c'est fini. Hein? Non, je n'explique pas. Ils vont plus lire. C'est vrai. Tout est dans le livre. Tout est dans le livre. Tout est dans le livre. Okay. Mais je vais te mettre un peu de goût. Le livre, le voici. Un petit goût. Un petit avant-goût. Un petit avant-goût. Avant qu'il ne avant-goût. Les banquiers islamiques, d'abord, il faut savoir que ce système est tellement important qu'il s'est trop développé. Il y a plus de 300 institutions financières islamiques qui sont dans 80 pays. La Cité de Londres en compte. À Houston, on en compte. À Paris. Même la Banque mondiale a pu acquérir des actions des grandes banques qu'on appelle la Banque islamique de développement et puis la BADEA. Ouais. Est-ce que vous comprenez? La Banque c'est des grands bailleurs de fonds, ça. Ah oui, c'est des grands bailleurs de fonds. Il y en a en Afrique. Donc, la question, je reviens là-dessus, comment, sans intérêt, une banque peut-elle arriver à survivre? Ouais. Alors que l'intérêt, comme nous disons, nous les enseignants, c'est le prix de l'argent. Les banques islamiques ont mis en place un système de partenariat. Wow. Partenariat financier. D'accord. Alors, le goût là... On ne peut pas tout dire. Hein, non, je m'arrête là maintenant. Je lui donne le petit truc qu'il va aller chercher. Système de partenariat. Partenariat. Ouais. Deux partenariats essentiels que je laisse à Boli, la Moudaraba et la Moucharaka. Boli, réfléchissez-y. Mais voilà. Wow. C'est fort. Docteur, d'accord, c'est un livre, déjà, ne serait-ce que le titre, il n'est pas courant, finance islamique et développement des économies africaines. Autrement dit, comment peut-être la finance économique vient au secours des États africains, non? Comment les États africains profitent du financement Dedans, vous allez découvrir, depuis 1975, j'ai fait des tableaux, depuis 1975 jusqu'en 2020, des projets qui ont été financés en Afrique. Plus de 22 pays sont concernés, y compris le nôtre. En tout cas, je pense qu'on va peut-être vous réinviter. Oui. Comme les dimanches, on fait une version plus relaxe qu'aujourd'hui. Vous serez là du début à la fin. Oui. Et par moment, vous allez donc donner ces petits secrets-là. Pas juste pour nous titiller, mais cette fois-ci pour aller en profondeur. Hein. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas de souci. Ce sera avec plaisir. Ce sera avec plaisir. Peut-être que ce dimanche, si vous êtes libre, le dimanche, comme vous voulez. Hein. Il n'y a pas de souci. On va s'organiser. Je peux l'avoir, le livre? Bien sûr. Dédicacé et tout? Oui, ce sera tout à l'heure, non? Tout à l'heure. Francis. Ou bien, vous voulez sur le plateau? Ah oui, ce serait assez original. D'accord, qu'il envoie. Les livres sont là-bas. D'accord. S'il y a je vais dédicacer pour... D'accord. Pour David, mon ami David. Ah oui. Le temps juste d'aller écouter aussi, pas saxo, par sa voix originelle, au naturel. Il est extraordinaire. Oui, merci beaucoup. Francis, toi quand même. On t'écoute, mais on ne te connaît pas vraiment. Francis Koko Agama, musicien, enseignant aussi. Je suis à l'éducation nationale. Mais la musique, c'est une passion, voilà. Vous enseignez quoi? Je suis professeur d'éducation musicale.
Voilà, professeur d'éducation musicale. Donc, comme disait tout à l'heure, dans le cas des stress, la musique, c'est un élément très important pour déstresser. Avec ça, après une pression de boulot, vous pouvez vraiment essayer. Ça aide beaucoup. Donc, nous sommes là. Moi, je dis que je me nomme le porteur de joie. Voilà, le porteur de joie. En musique, ça passe. Donc, je vous invite à toujours savourer la musique depuis des millénaires. Elle est vraiment une source intéressante. Elle fait du bien à notre âme. Donc, je vous encourage à toujours savourer, à jouer un instrument de musique, à chanter, comme disait, nous sommes tous des artistes. Ou à écouter. Voilà. Parce que la musique nous transporte. Oui, hein. ça nous transporte. Ça traverse les époques, parce qu'il y a certaines musiques qu'on écoute, on se rappelle d'un endroit bien précis. Parce qu'à ce moment-là, on a écouté une telle musique. Une telle musique, oui. Comment ça rafraîchit un peu les souvenirs. Ça adoucit le mœurs. Elle est thérapeutique, la musique. Ouais. Dans tous les cas, Francis, on va terminer avec vous. Le temps de rappeler que à la demande, je ne dirais pas comme tout le monde, à la demande générale, non, il n'y a pas de demande générale, il y a à notre demande à nous, nous qui voulons nous-mêmes. On va réinviter Dr Christophe Lobezaco avec ce livre fabuleux. On va réinviter Francis. Ouais. Et puis, on va aller également suivre David Johnson ce samedi. C'est vrai. Au Palais de la Culture. Je voulais juste une petite anecdote par rapport à ce que tu viens de dire. Oui, oui. Ouais. À la demande générale. Oui. À la demande générale, vous savez, lorsque le vieux, il aimait beaucoup la boxe. Je parle de notre père de la nation, il aimait beaucoup la boxe, mais avec tout ce qu'il avait comme travail, il était fatigué. Donc, quand il demande qu'on mette le match en direct, il dort. Et le lendemain, il se demande, mais est-ce que le match dit, Georges, ça a eu lieu? Il dit, Georges, je dis, oui, ça a eu lieu. Et mais je n'ai pas vu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À la demande générale. À la demande générale, le match sera rediffusé. Ça veut tout dire. D'accord. Donc, à la demande générale de M. Boli, on va écouter un dernier morceau de Francis. Oui, on va essayer dans 2 jours encore ici. David, bon spectacle. Bon spectacle. On va essayer de reprendre le morceau de Jimmy Cliff qui a été quand même l'hommage qu'on faisait. Voilà, l'hommage à Jimmy Cliff. Donc, voilà. Donc. Et on va inviter sur scène nos citizens, nos belles citizens, Dr Montero, que je vois là-bas, Monica, et qui est là encore, Nathalie. Vous pourrez venir sur scène. Et tous ensemble, on va terminer. Hein. Elles sont toutes belles. Hein. Je n'oserais pas demander à Dr Zako qu'est-ce qu'il en pense, mais enfin. Ben, c'est un écrivain. Un écrivain. J'ai pas de mots, quoi. Il faut montrer. Yes. Merci beaucoup.